Une autre petite histoire reliant plusieurs fils, comme le tissage de la toile, intervient dans l'affaire, impliquant la symbolique du chat protecteur, les Weasley, Dumbledore et les maraudeurs, tous au rang de gardiens. Un peu sur le modèle des albums photos. Au début de l'aventure, la sorcière McGonagall, métamorphosée en chat, surveille la maison des Dursley, et elle est surprise en train de lire une carte routière. Ensuite intervient Dumbledore, qui lâchera inopinément qu'il a une tache de naissance représentant la carte du métro de Londres. Incidemment, il a une carte de Choco Grenouille à son effigie, dont il est très fier. Et enfin, les maraudeurs, les Animagi, réalisent une carte qui viendra faire basculer l'histoire en permettant de localiser Croutard. Et cette carte est offerte à Harry par les jumeaux Weasley. Et là on en vient à une nouvelle théorie, au moins aussi incroyable que celle reliant Sirius et Harry. Dans le Bram Stoker, Arthur est le fiancé de Lucy, une victime de Dracula changée en goule. Elle vole des enfants pour le comte Dracula, mais sans les tuer. Donc ici on retrouve cette hypothèse de Lily cherchant à dissimuler Hermione à la connaissance de Rogue. Peut-être pour ne pas qu'il l'emporte, pour ne pas qu'il la kidnappe. Arthur Holmwood parvient à lever la malédiction sur Lucy, elle n'est plus une goule, mais elle meurt tout de même. Tout comme ce sera Arthur Weasley qui empêchera Fred et George de faire le serment inviolable à Ron, à l'image encore des maraudeurs venant en aide à Lily, en brisant le pacte et levant la malédiction qui pèse sur elle, ce qui ne sauvera toutefois pas sa vie. À savoir que le nom de Lucy vient de lumière, et par extension, la pureté, comme le lys. Avec tout ça, comment considérer une variante importante dans l'œuvre de Stoker? Dans une version, Arthur est en effet le père de Lucy, et dans une autre, il en est l'époux. Il existe une autre théorie concernant Ron cette fois, qui fait de lui Dumbledore revenu dans le temps, corriger les choses. La question à 1000 galions devient ici, Ron et Arthur Weasley sont-ils la même personne? Ron a-t-il utilisé le retourneur de temps car les choses ont mal tourné? La vision dans le Horcrux est-elle l'image de ce qui l'a poussé à repartir en arrière, s'il a été au courant de la filiation entre Hermione et Severus? Ron est décrit par le Horcrux comme celui toujours dans l'ombre, le moins aimé. Est-ce une analogie avec les vampires sorciers, qui comme la goule sont là, mais dont on ne semble pas se soucier? Ron est le plus affecté par le port du médaillon Horcrux, qui lie en lui, et les sentiments sont le point faible des vampires. Du moment que Dumbledore comprend que Harry est un probable Horcrux, il refuse le contact avec lui. C'est là-dessus que le Horcrux va attaquer Ron. Peut-être Ron n'est-il pas parvenu à détruire le médaillon. Peut-être que Dumbledore avait de très bonnes raisons de ne pas approcher un Horcrux éveillé de trop près. Et Ron, qui lui a porté ce Horcrux au cou très longtemps, a fini par y succomber. Le Ron de cette réalité a-t-il tué Harry? Ron semblait prêt à garder la baguette de Suro, car elle promet beaucoup de pouvoir. Selon Harry, c'est à Ron qu'il revient de détruire ce Horcrux, ce qui l'inscrira dans la légende, placera son action dans la quête au même niveau que les autres, parallèle qu'on retrouve avec Neville décapitant Nagini. Ron a-t-il cherché à corriger un destin funeste en donnant naissance à 7 enfants jusqu'au 7e, Ginny, qui finira par épouser Harry au lieu d'Hermione? Était-ce pour se prémunir de l'attaque du Horcrux, s'assurer qu'il aurait l'amour de Hermione pour lui, ne pas en douter? Ginny a un rôle bien particulier également dans la saga. Elle n'aurait donc pas forcément manipulé Harry à l'aide d'une potion, comme le veut une certaine théorie, mais on a deux autres possibilités. Si les Weasley sont des vampires, ou au moins Arthur, Ginny ou Arthur ont-elles usé de leur pouvoir pour que Harry tombe amoureux de Ginny? Pour un vampire, se marier à un humain ne représente pas grand-chose dans le temps. Et si le sort du monde est en jeu, comme les maraudeurs l'ont fait, on peut penser que Ginny jouera le jeu, acceptera une forme de sacrifice. Arthur a-t-il poussé dans les bras l'un de l'autre Ginny et Harry, manipulant les deux, pour que le pire n'arrive pas, faisant de son lui Ron le gardien d'Hermione, capable de détruire le Horcrux? Si Ron Arthur est lui-même un vampire, s'agit-il là d'une mission pour réintégrer Hermione au sein de sa propre espèce, marier Hermione pour la ramener au sein du clan des vampires? Arthur serait un bon vampire versus Rogue, de la même manière qu'on a l'opposition chez les loups-garous entre Remus et Greyback. Bill, devenu loup-garou se mariant à une Vélane Harpie, pourrait bien être le pivot entre ces histoires. Un autre point fort peut donner sens à tout ça, mais on s'éloigne de Harry et Hermione. Ron aurait-il effectivement fait chemin arrière dans le temps pour corriger les choses, et pour résoudre le paradoxe temporel du grand-père, se serait-il donné naissance à lui-même? L'intervention de Patenron et Patmol, qui surgissent dans l'histoire exactement au même moment, après avoir passé 14 ans à attendre sagement, ressemble à un top départ, comme quand Harry et Hermione se synchronisent avec les événements lorsqu'ils veulent sauver Buck. Ron et Hermione ont-ils sauvé la vie de Harry en revenant corriger certaines choses? Le top départ pour Patenron et Patmol est donné par l'apparition de Croutard dans le journal, suite à un voyage
que les Weasley ont pu se payer après avoir joué à la loterie. Ron, comme pour Harry avec l'élément crucial ayant permis de récupérer le souvenir de Slughorn, a-t-il utilisé la Felix Felicis en revenant dans le passé afin de ne pas commettre d'erreur? Cette chance a-t-elle fait gagner à la loterie Ron Arthur au bon moment, en parfaite synchronisation, comme lorsque Harry croise Slughorn sur le chemin de la cabane d'Hagrid? On nous décrit clairement que les événements s'enchaînent d'eux-mêmes avec la Felix Felicis et que tout ce dont il est question, c'est de les suivre. Enfin, Rowling a expliqué qu'elle avait dû faire un choix entre faire mourir Sirius ou Arthur, mais qu'elle n'a pas tué Arthur car ça aurait trop changé Ron. Un des indices clés qui peuvent permettre de penser tout ça vient d'une question anodine de Arthur Weasley. À quoi sert un canard en caoutchouc? La réponse étant, un canard en caoutchouc sert dans le bain à passer le temps. Et on a un autre parallèle avec cette situation, quand Harry découvre un des indices du tournoi des 3 sorciers dans la baignoire des préfets. Est-ce le fantôme de Harry qui est venu souffler à Ron la réponse lorsqu'il prenait un bain et réfléchissait à comment arranger les choses? Un autre détail, parfaitement extérieur à la saga pour le coup, vient à son tour questionner l'ensemble. On a vu l'intense jeu de liens croisés entre Smith et Rowling à travers leurs histoires respectives, et dans la seconde partie de Vampire Diaries, elle a introduit 2 personnages, Percy et Hugo, qui sont alors des frères. Un Percy, avec Rowling, est préfet et a accès à cette fameuse baignoire. Et Hugo, qui est censé être son neveu, mais qui devient dans l'hypothèse du Ron Arthur voyageur temporel, son frère, puisqu'ils ont le même père, Arthur, sous 2 formes différentes, un vieux et un jeune. En guise de petit épilogue, le plus incroyable dans tout ça, c'est de se dire que cette analyse est probablement superficielle. La saga comporte un nombre incroyable de personnages, les références sont partout, et il faudra encore bien du temps pour aller analyser en détail chaque correspondance. On va voir en vrac quelques éléments encore, issus de ces jeux de pistes en correspondance, autour du thème des vampires, le tout pouvant bien être la fameuse histoire cachée, qui explique tout, dont a parlé Rowling, incitant ainsi les lecteurs à se transformer en détectives. Lorsque Harry découvre le journal de Jedusor dans la tour de Gryffondor, on y trouve Helena, qui pourtant est le fantôme des Serres d'Aigle. Est-ce que c'est un clin d'œil de l'auteur de Vampire Diaries en créant sa suite, le journal de Stéphane, avec son héroïne Helena? Le diadème rend plus intelligent que la norme, tout comme Hermione, et que dans l'histoire, Helena Serre d'Aigle est la fille qui obtient cette intelligence en le dérobant. Tout comme Hermione vole les livres traitant des Horcruxes dans le bureau de Dumbledore. Helena Serre d'Aigle ensuite cache le diadème dans un arbre, de la même manière que les Weasley sont une forêt d'arbres protecteurs au sein de laquelle se réfugie beaucoup de monde, dont Hermione. De ce point de vue, la Goule s'est peut-être réfugiée chez les Weasley, après avoir échappé à un mauvais maître vampire, tout comme Dobby a échappé au Malfoy et s'est réfugié ensuite à Poudlard. Les détraqueurs aussi doivent être très redoutés des vampires, dans la mesure où les sentiments sont ce qui les tiennent en vie, et que les détraqueurs s'en nourrissent, ce qui implique que les vampires aient besoin de faire un patronus. Donc on trouve un parallèle entre la confiance de Dumbledore en Rogue, ou Hagrid, un autre métis protégé par sa nature contre beaucoup de sortilèges, avec la confiance qu'il faut avoir en Gryffondor pour que l'épée apparaisse, comme la salle sur demande. Épée permettant de tuer des vampires, faite en argent pur. De la même manière, cette confiance peut-elle apaiser les vampires et penser à eux les appels, à l'image de la marque des ténèbres pour appeler les mange-morts. Et de là on en vient à un parallèle qui conduit au tabou sur le nom de Voldemort. La magie qui entoure ce nom et fait venir les mange-morts est-elle un des secrets de vampires que Rogue a révélé à Voldemort? Car si l'on pense aux vampires ou que l'on en parle, cela les fait venir. Et c'est peut-être là la raison pour laquelle le sujet des vampires n'est pour ainsi dire jamais abordé dans le monde magique. Et puisqu'il ne faut pas parler des vampires sinon ça les fait venir, c'est sans doute la raison pour laquelle le sujet global de la magie est tabou chez les Dursley, dans la mesure où Pétunia a associé les deux, si Lily lui a fait des révélations. Il s'écoule 4 ans entre le moment où l'épée est imprégnée du venin de basilic et le moment où le trio comprend qu'ils peuvent l'utiliser pour détruire les Horcruxes. Tout comme il s'écoule 4 ans entre l'entrée à Poudlard de Lily et sa rupture avec Severus. Tout comme ce sont les larmes de Severus qui permettent à Harry de comprendre le fin mot de l'histoire, ce sont les larmes du phénix qui le soignent du venin du basilic. Rogue, là encore, est au cœur d'éléments liés à ses pires craintes. Mais le parallèle continue, car les larmes de phénix ont la capacité de cicatriser les blessures de Harry, tout comme la régénération des vampires. Régénération associée ensuite aux licornes. Licorne qu'on retrouve gravée sur le pommeau de l'épée en argent de Gryffondor, épée qui a permis de tuer le basilic. Dans le même genre de parallèle, c'est Greyback le loup-garou qui capture Harry et lui vole l'épée. Au final, lorsque Neville a utilisé l'épée, on le voit ensuite en train de manger, l'épée posée sur la table à côté de son assiette. Un autre parallèle est intéressant à faire
C'est Hermione, qui au départ voulait un hibou, acquiert Patenron à sa 3e année. Et c'est cette 3e année où ont lieu de très nombreuses révélations. Par association, si on respecte la mise en miroir Hermione-Lily et le lien Lily-Severus, on peut en déduire que les pouvoirs de Severus se seraient affirmés à leur 3e année, en 74, que son emprise sur Lily se renforce, qu'elle s'en rend compte d'une manière ou d'une autre, ce qui conduit au clash en 75. Alors en guise de conclusion, on peut aborder quelques questions restées en suspens, qui trouvent peut-être des réponses dans la saga, avec ce fil conducteur axé sur le mythe du vampire. D'où sort tout l'or des Potter qu'il lègue à Harry? La famille Weasley, vieille famille, est extrêmement pauvre. Les Potter, à 21 ans, meurent fortunés. Est-ce que Ron, revenu dans le passé, leur a donné un petit coup de pouce pour que son futur copain Harry puisse lui offrir des bonbons? Arthur, passionné par les machines, a-t-il bricolé un retourneur de temps pour passer inaperçu aux yeux du ministère? Madame Pince, à un moment, passe devant Harry et Hermione dans la bibliothèque et une de ses chaussures émet un couinement. Est-ce une référence à Croutard? Et de là au concept de bibliothèque comme étant un refuge. En dernière année, Harry et les autres imaginent Madame Pince et Rusard dans une romance, une sorcière et un crackmole. Dans l'hypothèse où Madame Pince soit la mère cachée de Rogue, celle qu'on connaît comme étant sa mère, et Hélène, encore une Hélène, Prince était-elle une crackmole? Si c'est sa sœur, a-t-on là un écho du pire qu'aurait cherché à éviter Ron Arthur en remontant le temps, afin d'éviter que le frère et la sœur ne se retrouvent ensemble, puisqu'on a remarqué que Madame Pince et Rogue n'étaient jamais dans la même pièce. Donc l'ensemble donne le tournis, mais ça ouvre encore une nouvelle hypothèse qui pourrait elle aussi en expliquer bien d'autres. Il semble que cette légende du vampire déployée à travers la saga recoupe un peu trop parfaitement beaucoup des théories ayant émergé au sein de la sphère Potterhead au fil des années. Et au vu de la mise en cohérence possible d'autant de théories, qui prises indépendamment ne semblent pas forcément cohérentes, mais qui une fois vues avec la clé de lecture du vampirisme semblent toutes faire sens, on peut se demander si ce n'est pas Rowling elle-même qui a disséminé à travers le temps ces théories, en y glissant quelques approximations. Sur ce, il reste à relire en détail la saga pour faire remonter d'autres hypothèses. Et ici, l'important n'est pas tellement de savoir si elle est vraie, littéralement, mais si elle nous plaît, ou pas.